le Japon n'a jamais cessé de nous surprendre dans le milieu du 7e art, notamment avec ses qualités inégalables, ses prises de vue, ses images centrées et hautes en couleurs, de Yasujiro Ozu jusqu'à Akira Kurosawa. En fait, on constate surtout qu'à travers sa filmographie nationale, le Japon n'a cessé de transmettre un état émotionnel à son spectateur, à témoigner de sa réalité, afin de l'exacerber à l'image, apaisant l'âme de quiconque les contemple. Satoshi Kon, lui, est notre principal sujet du jour. Il fait partie des plus grands réalisateurs issus de l'animation japonaise. Au sommet de cette industrie, on retrouve par exemple le grand Hayao Miyazaki et Isao Takahata, issus tous deux du même studio que vous connaissez tous. Encore Mamoru Oshii, Katsushiro Otomo, et plus récemment Makoto Shinkai. Et il se trouve que la plupart d'entre eux étaient mangaka avant de se lancer dans le milieu. C'est par exemple le cas de Katsushiro Otomo qui a adapté son manga Akira, comprenant à l'origine 6 volumes. Ces réalisateurs feront l'objet certainement d'autres vidéos, alors n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Évidemment, n'importe quel réalisateur ou réalisatrice est acceptable, qu'importe le milieu, la culture ou l'époque. Ensuite, je tiens à préciser que cette vidéo ne contient aucun spoil sur les œuvres de Satoshi, c'est plutôt une introduction à l'univers d'un artiste, à la façon dont il travaille, à sa personnalité, à sa vie également. Donc voilà, si vous avez déjà vu des œuvres de Satoshi Kon, vous ne pourrez que les apprécier. Si vous n'avez vu aucun de ses films, c'est l'occasion de découvrir. C'est parti, je vous propose de plonger tous ensemble dans l'univers de Satoshi Kon et de sa stupéfiante transréalité, et vous verrez que ce personnage n'a vraiment pas une vie comme les autres. Premièrement, on va décompresser de cette intro un peu pompeuse et je vous propose de vous faire découvrir des définitions absolument atroces mais qui vont vous être nécessaires à la compréhension de l'univers de Satoshi, malheureusement. On commence par la transréalité. C'est un terme un peu tordu, vous savez quoi, je vais vous lire la définition d'elle-même parce que je suis incapable de la dire comme ça face cam. Le transréalisme poétique, selon Sergio Badia Castillo, c'est un poète chilien, donc pas de panique, je vous rassure, si vous le connaissez pas, moi non plus. Donc le transréalisme serait produit à partir de la transposition du temps, c'est-à-dire on fond les scènes temporaires dans le corpus textuel et on interrompt de cette manière la cohérence linéaire entre passé, présent, futur et réalité. Ok, j'en ai perdu les 3/4 et effectivement, si ce poète n'était pas connu, c'est peut-être qu'il y avait une raison et que c'était vraiment chiant de discuter avec lui. Mais si vous voulez, le transréalisme en poésie ou en art de manière générale, c'est le joint entre le mythe et la réalité. De manière à ce qu'il n'existe pas de différence entre certitude et ambiguïté. En fait, pour lui, l'évidence, c'est un concept qui n'existe pas, car il est déterminé par les circonstances et la modification de l'équilibre de l'espace-temps. Or, chez Satoshi Kon, l'espace et le temps sont des concepts extrêmement vagues, et il est même très difficile de les interpréter. Voire même, si ça peut vous aider à comprendre, Monsieur Transréalisme viendrait vous choper par le callback en vous disant qu'il n'est même pas nécessaire d'interpréter, car on ne peut tout simplement pas. Précisons que ce n'est pas le point de vue de notre réalisateur d'aujourd'hui, parce qu'en fait il considère son art plus comme une sorte de subjectivité de la réalité, donc c'est pas tout à fait pareil, il y a très peu de nuances, on lui a collé ce terme de transréalisme sur le dos, mais c'est pas tout à fait ça, sauf qu'on va l'employer aujourd'hui parce que comme je vous ai dit c'est le terme générique, c'est le terme le plus vague qui lui correspond. C'est un peu comme les backrooms si vous préférez, si vous avez vraiment pas compris je vais vous l'illustrer comme ça. On vous met dans un endroit dans lequel vous avez des repères réels, c'est-à-dire sol, mur et plafond. Pour autant, le temps n'a aucun impact sur cet endroit, et en plus de ça, il serait impossible de dire où vous vous situez sur une carte au moment précis où vous y êtes. Donc la réalité n'est plus celle qu'on conçoit habituellement. C'est une forme de transréalisme, car on est coincé entre le réel et l'irréel. Attention, je parle pas des backrooms comme si c'était quelque chose de réel et de concret. Au contraire, je tente d'illustrer une idée extrêmement compliquée en vous montrant qu'en fait le transréalisme, c'est littéralement le fait de défier les lois du réel. Et carrément, si vous avez toujours pas compris, le mot parle de lui-même. Trans, réalisme, qui transcende les lois du réel. Ok, en espérant pas vous avoir perdu, il nous reste encore une définition un peu tordue à voir, j'en suis désolé. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à la mythopoïèse. Et effectivement, au lieu d'être une mycose encore inconnue à la médecine, la mythopoïèse, c'est le principe de créer une ligne narrative avant de créer un univers à cette dernière. Ainsi, cela a pour effet de favoriser l'histoire tout en rendant son décor plus original ou plus personnel. Ok,
Ok, j'ai conscience que c'est compliqué, je vais tenter d'illustrer ça un peu plus clairement, comme pour les backrooms tout à l'heure. Le principe étant qu'une histoire ne saurait se dérouler sans l'univers qui l'accompagne. Prenez le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Il serait impensable de voir débarquer une armée d'orques sur Tatooine, non? Tout comme il serait impossible de voir une guerre de clones en plein territoire du Mordor. C'est le concept de la mythopoïèse. Une histoire est dite, en quelque sorte, in situ à son univers. C'est ce que font Satoshi Kon et son esprit un peu tordu, si vous voulez. Et effectivement, vous aurez du mal à voir une armée de jouets détruire une ville entière dans notre univers. Mais il faut accepter que l'ambiguïté de la situation puisse être envisagée. Se détacher de tout concept du réel et ne s'accrocher qu'à celui de Kon. Car c'est ici de son univers dont il s'agit. Et donc la transréalisme et mythopoïèse se rejoignent, je suis littéralement le boss en termes d'organisation des idées, putain! On reprend une meilleure ambiance, parce que j'ai conscience que c'était assez compliqué jusqu'à maintenant. Alors, dès à présent, je vous propose de vous poser un petit peu tranquillement. Je vais vous raconter l'histoire de Satoshi. C'est donc sous une odeur de pétrichor automnal que naît le jeune Satoshi Kon. Nous sommes en octobre 1963, et même s'ils ne le savent pas encore, ses parents viennent d'assister à la naissance d'un des hommes les plus talentueux de l'histoire de la cinématographie japonaise. Son enfance est assez bouleversée, rythmée par les déménagements de ses parents à travers le pays dû au métier de son père assez instable qui forçait les mutations. Mais un jour, c'est l'ultime déplacement de Kon jusqu'à Tokyo. Il s'installe. Il est assez grand pour démarrer ses études et il va les faire dans le design. Évidemment, ce seront des études qui vont lui être giga utiles pour la suite parce que putain, regardez cette beauté. Ensuite, pendant ses études, on pourrait penser que ce crack est studieux ou alors qu'il part s'amuser en boîte tous les week-ends. Et pas du tout! Il écrit un manga juste pour passer le temps. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce manga s'appelle Toriko et il l'a présenté à de nombreux prix, mais malheureusement il est arrivé deuxième. Il a obtenu un poste d'écriture pour Akira. J'espère que ça vous va comme début de carrière, c'est absolument génial. Non mais le mec a littéralement travaillé avec Tsuriko Otomo pendant ses études sup, alors que nous on était au McDo, j'espère que vous imaginez un petit peu le truc. Et en fait ça sera même sa porte d'entrée dans le monde professionnel parce qu'il va continuer à travailler avec le grand mangaka jusqu'à son entrée dans le monde de l'animation. En effet, en 1991, Tsuriko Otomo engage Satoshi Kon pour son premier film d'animation. Alors Satoshi Kon à ce moment-là il pourrait être designer, graphiste, scénariste, écrivain, dessinateur. Et ben il va faire les 5 en même temps. Parce que oui, on manque de budget. En fait, Otomo a beau être extrêmement renommé dans le milieu, ça reste son premier film d'animation, donc bon, les fins du mois ça reste assez chaud quand même. Et je vous dis, c'est un milieu qui était très peu démocratisé à cette époque-là, donc très difficile d'accès. Otomo n'était pas son seul collègue du début. En fait, il a également travaillé avec Mamoru Oshii sur un de ses premiers longs métrages. Mamoru Oshii, pour rappel, dans l'intro, c'est celui dont on a parlé pour avoir réalisé le banger qu'est Ghost in the Shell. Sauf qu'encore une fois, manque de moyens, Mamoru est également à son tout début de carrière dans l'animation japonaise, en tout cas en tant qu'indépendant. Et Satoshi Kon ne participera donc qu'à son tout premier long métrage. En résumé, Satoshi Kon démarre sa carrière donc jusqu'à environ 30 ans, à s'entourer des plus gros cracks de l'animation japonaise, jusqu'au catalyseur principal, le début de sa carrière indépendante dans l'animation japonaise. Parce que oui, maintenant on va s'intéresser un petit peu à la façon dont Satoshi travaille et à son caractère. Parce que oui, j'ai omis ce passage de l'histoire, mais aussi sociable et généreux qu'était Satoshi, il était réputé pour être extrêmement honnête et pointilleux dans son art. En fait, on va jusqu'au stade où quand Mamoru Oshii lui a proposé d'écrire un nouveau manga avec lui, il a refusé en lui disant que c'était de la merde, tout simplement. Et on va pas se mentir, il a complètement lâché son pote, il l'a laissé dans sa merde. Et apparemment, il avait pas tort, parce qu'en fait, le projet qui devait s'appeler de base Séraphine n'a littéralement jamais vu le jour pour des raisons de manque de production et donc de manque d'originalité en fait. C'est donc là que commence son début de carrière plus indépendante, parce que du coup, comme tous les débutants, et ben il va aller toquer à toutes les portes de tous les studios qui vont bien être susceptibles de produire son tout premier long métrage. Encore une fois, pas du tout. Il a un pote de la Madhouse qui vient chez lui toquer en détente comme ça. Il lui ouvre et là il lui dit « Mec, j'ai un roman pour toi, tu l'adaptes ». Il lui donne absolument tous les fonds qu'il veut. Évidemment, ceux qui connaissent la filmographie de Satoshi Kon savent pertinemment de quel roman je parle. Et encore une fois, ce cher Monsieur Kon ne cessera de nous surprendre. Premièrement, car cette fois-ci, il va adapter le script d'un roman et non pas d'un manga. Chose extrêmement rare à l'époque et qui a été démocratisée un petit peu plus après avec les studios Ghibli. Et donc de ce roman, il va en faire une œuvre qui mérite sa place au sein du panthéon de l'animation japonaise, on va pas se mentir. Et deuxièmement, ça c'est le point le plus important, car il va le faire sans avoir lu l'œuvre originale. Est-ce que c'est bon? En fait, Satoshi avouera, genre 2-3 jours avant le tournage,
qu'il était juste au courant qu'il s'agissait d'une histoire centrée autour d'une idole de seconde zone et d'un fan un petit peu dérangé. Et plus fort encore, il se trouve qu'il a complètement réécrit l'histoire à sa sauce en la dénaturant complètement du contexte original. C'est ainsi qu'on peut revenir au point dont on parlait juste avant. La mythopoïèse. Je sais, je vous ai saoulé avec ça. Mais en fait c'est le cas parce que l'univers fantasmagorique de Perfect Blue s'éloigne énormément du concept de l'œuvre originale et le contexte de Satoshi a été créé en vue d'y accueillir son script et non celui de Yoshikazu. Et le génie d'écriture va même au-dessus de ça parce qu'il va être comparé à Stanley fucking Kubrick et son film Shining, réussissant à placer une adaptation au-dessus de l'œuvre originale en termes de critique. De plus, l'influence de Perfect Blue est telle que des cinéastes aussi grands que Darren Aronofsky en ont copié certains plans. En bref, Perfect Blue va lancer la carrière de Kon qui ne va faire qu'augmenter par la suite. Parce qu'effectivement, cette fois, au lieu de s'atteler à un roman qu'il n'a pas lu, ou alors qu'il n'a pas envie de lire, Satoshi Kon choisit d'adapter le roman Paprika, dont il est un fan inconditionnel. Le film gagne de nombreux prix à l'instar de Perfect Blue et révolutionne le monde du cinéma grâce à des plans comme celui-ci par exemple, qui sera repris dans un film de Christopher Nolan que vous connaissez tous. Encore une fois, on qualifie l'ex-mangaka de génie de l'adaptation, à la différence que Paprika était à l'origine un très bon roman. Si vous voulez, Perfect Blue, à sa sortie en tant que best-seller, il était déjà mort en fait. Et limite le film lui a donné une seconde vie si vous voulez. Rappelons en plus de ça que le choix du roman de Perfect Blue avait été imposé à Satoshi Kon par le studio. Vient ensuite Millennium Actress, dans lequel il renforce encore son habituel transréalisme en développant cette fois la notion de réalité subjective. Cependant, il joue davantage sur la notion de trompe-l'œil, ainsi que sur la perte de la notion du temps, faisant évidemment écho à notre petite partie définition qui a dû génocider les 3/4 de mon watch time. De plus, il se trouve que Satoshi est un réalisateur qui fonctionne avec des budgets extrêmement restreints. Par exemple, les 3 premiers longs métrages que nous venons d'évoquer n'ont généralement pas dépassé les 135 milliards de yens, soit l'équivalent d'1 million de dollars ou d'euros. Évidemment, ça a pour effet de les rendre extrêmement rentables au sein de la Madhouse et au sein de leur franchise de manière générale. Mais après avoir passé en revue les 3 films majeurs qui ont fait sa carrière, il apparaît que la carrière de Satoshi décline un peu. Évidemment, ces films sont toujours autant magnifiques que les précédents, néanmoins ils sont moins bien acceptés par la critique. Et ça, c'est souvent dû au fait qu'ils soient jugés hors de propos. En fait, il changera de style narratif dans Tokyo Godfather, abordant une critique sociale plutôt que l'art formaliste auquel il s'était attaché depuis Perfect Blue, choisissant de montrer un étalage de technique, mêlant la remise en question chez son spectateur par rapport à l'écart entre le réel et son univers. Il est vrai que par la suite on retrouve un artiste qui s'éloigne un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire, mais c'est aussi une façon de sortir de sa zone de confort, sauf que la critique n'a pas apprécié ça. C'est aussi dû au fait qu'il entreprend des œuvres un peu plus coûteuses. Après il peut se le permettre vu sa notoriété. Par exemple, le film Tokyo Godfather dont nous venons de parler lui a coûté 2,5 millions d'euros. Après, rappelons que ce budget est infime dans l'industrie cinématographique. Si on prend un autre film d'animation comme Les Noces funèbres par exemple, il apparaît que ce dernier a coûté 40 millions d'euros. Et pourtant le film n'a pas nécessité énormément de moyens techniques pour la mise en œuvre. Ensuite, comme je vous dis, sa carrière va partir un petit peu en épi, parce qu'après la création de nouveaux projets tels qu'une série télévisée en équipe avec Mamoru Oshii, ce sera une véritable descente aux enfers pour l'artiste. Il est diagnostiqué avec un cancer du pancréas et finira inévitablement par décéder à son domicile en 2010. Effectivement, il est quasiment impossible de réchapper à ce genre de cancer qui est réputé pour être extrêmement destructeur. Mais comme on a pu le voir, c'est une personnalité influente qui a marqué son époque et inspiré les générations futures avec une carrière sans faute et témoignant du génie du personnage. Je vous rassure, la carrière de Satoshi Kon après Tokyo Godfather n'a pas perdu de sa superbe. J'ai juste choisi d'écourter un peu cette vidéo, sinon elle aurait été un peu longue. Je voulais faire l'impasse sur 2-3 futilités professionnelles par rapport au gros banger de sa carrière si vous voulez. Tous ces films sont absolument magnifiques et extrêmement intéressants à regarder d'un point de vue plastique et analytique. De plus, il a toujours été un artiste qui cherchait à capter l'essence même de l'œuvre afin de l'adapter au grand public. Son but à lui était de capter une émotion pour retransmettre un état émotionnel à son audience par la suite. Pour lui, une histoire ne se retranscrit pas et ne s'interprète pas. Elle se vit, se contemple, se ressent, etc. etc. C'est pourquoi sa force de réalisation est la création d'univers, la transgression des règles établies par le réel, et même plus encore, la fixation de ses propres règles à ses univers. Je m'explique, toujours sans aucun spoil, ne vous inquiétez pas. Paprika est un film sans aucune logique établie, et il est même normal de s'y perdre lors du premier visionnage.
Pourtant, le talent de Cohn réside dans le fait que sa bizarrerie et son transréalisme deviennent normalité une fois greffés dans son univers. Et voilà du coup pour conclure cette vidéo, étant donné que c'est une vidéo qui est centrée autour de l'introduction à l'univers d'un réalisateur, je vous transmets ici une liste de tous ces films par ordre de préférence. Comme ça je me dis que peut-être que ça pourra vous aiguiller si vous voulez vous y intéresser un peu plus. Et évidemment, j'ai passé en revue très rapidement certains films, certaines œuvres, certains grands moments de sa vie, et je m'en excuse. Si vous voulez un peu plus de précision sur le sujet, vous pouvez me dire en commentaire, il n'y a aucun problème, je pourrais rédiger une critique sur un film en particulier, ça ne me pose aucun souci. En tout cas, j'espère avoir pu vous instruire sur certaines choses et avoir pu vous apprendre de nouvelles informations sur le monde du cinéma. Je vous propose qu'on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo avec un prochain réalisateur ou un prochain film. Au revoir.